Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 68 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles, dont une qui s'appelle Jasmine et qui est née en septembre 2020. Et d'une autre petite fille de 3 ans. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans le monde extraordinaire de la neuroscience. Mon invitée du jour est Nawal Aboub. Elle est neuroscientifique spécialisée dans les mécanismes d'apprentissage des enfants et des tout-petits. En 2018, elle a reçu le prix des 50 femmes les plus inspirantes de la tech et elle a cofondé Rising Up, une start-up qui déploie des solutions technologiques pour développer le potentiel d'apprentissage des individus. Et puis, elle a aussi fondé une association, 1001 mots, qui œuvre pour l'égalité des chances. Dans cet épisode, Nawal nous explique ce que nous dévoilent les dernières recherches sur le cerveau des tout-petits et notamment sur le langage. Avec elle, nous décryptons une thématique plus large. Les neurosciences n'ont de sens que si l'on prend en compte l'aspect sociétal et environnemental du développement d'un humain, et c'est passionnant. Et enfin, nous abordons avec Nawal l'épineuse question des écrans et leur impact dans l'apprentissage. Comme tout parent, vous vous posez des questions au sujet des écrans et c'est bien normal. Ils font partie intégrante de notre quotidien et nous-mêmes, adultes, avons du mal à nous en défaire. Alors, quelles sont les dernières découvertes scientifiques sur ce sujet ? Que faut-il faire avec les écrans ? Les écrans sont-ils vraiment mauvais ? Nawal remet en perspective ce problème de société. Attention, c'est très déculpabilisant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nawal. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie parce que tu es la première francophone neuroscientifique. J'ai reçu une canadienne, mais on l'a fait en anglais, donc j'ai trop hâte que tu nous expliques les merveilles du cerveau. Moi aussi. Alors, toi, tu n'as pas d'enfant, mais en revanche, tu as dédié toute ta pratique scientifique aux enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Eh bien, en fait, les enfants, ça m'a toujours fascinée. Je pense que j'essayais de comprendre, j'ai toujours été quelqu'un de curieuse, j'essayais toujours de comprendre ce qui se passait et j'étais, moi, passionnée par ce qui se passait dans notre cerveau. Je me disais, mais pourquoi on voit ça comme ça ? Pourquoi les gens, ils parlent ces différentes langues ? Et ça m'a amenée à me poser beaucoup de questions sur comment tout ça, ça se passait dans notre cerveau, comment ça s'inscrivait. Et pour pouvoir comprendre ça, rien que mieux que les bébés, parce qu'ils naissent avec... finalement, on a souvent dit qu'ils naissent avec pas grand-chose, mais finalement, moi, j'ai découvert qu'ils naissent avec déjà beaucoup de choses. Donc, c'était d'essayer de comprendre ce qu'on savait pas. Et tu as tout de suite orienté ta pratique sur les enfants ou c'est venu au fur et à mesure ? Alors en fait, j'ai commencé par les neurosciences cellulaires. J'ai commencé à m'intéresser aux neurones et surtout chez la souris. Et puis au fur et à mesure, je me posais de plus en plus de questions sur le modèle de souris, c'est très intéressant, mais on comprend pas tout. Et puis on comprend pas la complexité de l'esprit humain. Et au fur et à mesure, ça m'a amené à aller m'intéresser à l'enfant qui apprenait à lire. Et puis, l'apprentissage de la lecture, c'est passionnant, mais en fait, avant cet apprentissage-là, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses qui se sont inscrites pendant ces 5-6 premières années, et c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser aux nourrissons, et puis, au fur et à mesure, aux nouveau-nés. Donc, pour revenir vraiment à la base de la base, quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous savez au niveau neuroscientifique, à la base de la base d'ailleurs, sur les fœtus in utero? Alors, concernant les fœtus, eh bien, on a découvert plein de choses ces dernières années, notamment que pendant le dernier trimestre de grossesse, il se passait beaucoup de choses et ils commençaient déjà à apprendre leur langue maternelle. Et en fait, je te dis ça parce que moi, pendant mes recherches, ça a été une surprise justement. On a commencé à s'intéresser aux nouveau-nés et puis on a vu des résultats parfois un peu incohérents. Et on a commencé à se dire, mais peut-être qu'il faudrait qu'on prenne en compte l'expérience prénatale. Et c'est à ce moment-là, on s'est rendu compte que nos nouveau-nés, ils avaient déjà appris beaucoup de choses dans le ventre de la maman, parce qu'on sait que pendant le 3e trimestre de grossesse, le système auditif, il est déjà mature. Donc il commence à analyser les sons et il commence à les apprendre. Et c'est là où on s'est rendu compte que le cerveau des fœtus était bien plus puissant que ce qu'on imaginait, parce qu'ils sont capables d'apprendre des choses très complexes et d'arriver déjà à la naissance avec justement ces connaissances sur leur langue maternelle. Donc ça fait partie justement des dernières recherches qu'on a vues sur les fœtus, que finalement ils ont un cerveau tout petit mais très puissant. Et quand tu dis que tu avais des résultats incohérents, c'est-à-dire ? Eh bien, en fait, quand j'ai commencé à analyser mes premiers résultats que je faisais à la maternité, je me suis rendu compte que j'avais des données, nous, dans notre jargon, on dit c'est des données bruitées. J'avais plein de signaux qui étaient bizarres. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais peut-être qu'on va séparer les groupes entre des mamans qui parlent que le français et des mamans qui parlent le français et d'autres langues. Et là, tout d'un coup, j'avais plus aucune donnée incohérente. Mes données étaient très cohérentes et surtout très différentes en fonction de l'expérience prénatale de ces bébés. Donc, on a vu des différences à 2 jours de vie entre des enfants qui avaient entendu que le français ou des enfants qui avaient entendu le français, mais aussi, par exemple, du wolof, de l'arabe, du polonais ou encore du chinois. Ah, donc déjà, dès la conception, enfin, finalement, la vie in utero, l'enfant, il sait s'il y a des langues différentes qui sont parlées. Exactement, mais pas seulement, c'est encore plus loin que ça, c'est les langues parlées par sa maman. Donc il a appris des propriétés spécifiques de la langue parlée par sa maman. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils naissent non seulement avec la capacité d'apprendre les langues, mais en plus de commencer à mémoriser plein de choses qui sont bien plus complexes que ce qu'on pense. Parce que apprendre des propriétés musicales d'une langue, c'est apprendre plein de choses à l'intérieur. Donc ça a montré en fait que les fœtus, ils ont des capacités d'apprentissage et d'analyse de choses complexes, et bien plus tôt que ce qu'on imaginait. Bon, j'ai posé une question très bête, mais comment tu testes des... Bon, déjà des nouveau-nés, mais in utero, comment est-ce que ça vous procédez scientifiquement? Alors, y a des recherches qui ont été faites en in utero, où par exemple, on va aller observer les battements cardiaques du fœtus quand on va lui présenter des stimuli. Ça a beaucoup été fait, beaucoup dans les pays anglo-saxons, un peu en France. Et puis aussi, ce qu'on a pu nous faire dans nos laboratoires en France, et notamment à Robert Debré où je travaillais, c'était d'enregistrer l'activité cérébrale des petits bébés. Alors, on leur faisait pas de mal, c'était une technique qui est complètement indolore, qui les dérange pas. Ça nous permet, nous, de savoir comment leur cerveau y réagissent face à différents sons. Et donc, nous, ce qu'on enregistrait, c'était notamment l'oxygénation du sang. On regardait l'activité quand on leur présentait des sons auxquels ils avaient été familiers ou des sons auxquels ils n'avaient pas été familiers, où c'était pas, justement, ils n'avaient pas été exposés. Et on comparait ça. Et on regardait comment leur cerveau y réagissait. Et s'ils réagissaient beaucoup, ça veut dire qu'il se passait des choses, qu'ils reconnaissaient des choses et qu'ils étaient capables d'analyser ces choses-là. Et quand il se passait rien, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas en mesure d'analyser ce son ou qu'il n'y avait rien de vraiment commun qui leur permettait de comprendre ce qui se passait. Je grossis un peu les traits pour que ça soit plus compréhensible, mais l'idée c'était vraiment d'observer précisément comment leur cerveau est capable d'analyser des sons complexes de parole. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis aussi sur la langue maternelle. Ça veut dire que si on est dans une famille bilingue ou on vit à l'étranger, si on veut que notre enfant il soit exposé le plus possible et le mieux possible, il faut d'entrée, dès la grossesse, parler dans la langue qu'on souhaite transmettre. C'est exactement ça. C'est parler avec la langue qu'on a envie de transmettre à son enfant, et ça c'est dépendant de chacun, mais il faut pas mettre de côté ça, il faut se laisser ce plaisir de pouvoir parler les langues avec lesquelles on est à l'aise, qu'on a envie de transmettre à son enfant, sans penser que ça va le mettre en difficulté ou quoi. Et surtout, le plus tôt possible, et il faut que vous sachiez, à 25 semaines, leur oreille, elle est déjà mature pour vous entendre. Donc allez-y, vous avez, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Il reste du temps, c'est clair, pour commencer à discuter avec son bébé. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'on touche un peu l'aspect sociologique et politique, mine de rien, sur l'apprentissage des langues, parce que pendant très longtemps, malheureusement, on a fait croire aux parents que c'était néfaste de parler deux langues, enfin, en fonction de la langue qu'on parlait, on est bien d'accord. Et qu'est-ce que vous savez de ce côté-là au niveau du cerveau chez les tout petits? Est-ce que vraiment ça induit un retard de langue, d'être bilingue? Qu'est-ce que ça provoque chez le cerveau des petits? Bah, en fait, on a longtemps pensé ça parce que surtout avant, on ne savait pas. On n'avait pas trop accès à ce cerveau en développement. Il y avait beaucoup de questions qu'on ne pouvait pas accéder parce que pour les enfants qui ne parlent pas encore, on ne peut pas savoir si oui, ils sont en difficulté ou non. Donc il fallait trouver des méthodes, des techniques et ça, on a mis vraiment beaucoup d'années à concevoir des choses qui nous permettaient de voir la réalité. Et maintenant, la réalité, elle est là, elle est devant nos yeux. Non, le bilinguisme, c'est pas du tout quelque chose qui va mettre en difficulté les enfants, bien au contraire. En fait, un cerveau est capable d'apprendre beaucoup plus de choses que ce qu'on croit, notamment les langues. Et souvent même, on est capable d'apprendre une langue, deux langues, trois langues, quatre langues, surtout dans la petite enfance, ça pose pas trop de problèmes. Ce qui pose plus problème, c'est l'encadrement du bilinguisme. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression qu'il y a certains enfants qui vont prendre du retard, ou il y en a certains, ils vont nous répondre dans une langue alors que c'est plutôt l'autre langue qui est parlée à la maison. Et ça dépend de plein de facteurs. Et donc c'est ça qu'il faut bien étudier quand on s'intéresse au bilinguisme et qu'on se pose des questions en tant que parent. Il faut se dire, en fonction de l'environnement dans lequel baignent les enfants, ça va créer des dominances de langue. Et donc du coup, ils vont vous répondre parfois dans une langue où ils sont la plus à l'aise parce que c'est celle où probablement ils sont la plus exposés. Ça, c'est une chose. Et puis après, sur le retard de la production de mots, qui est souvent associé, qu'on entend souvent quand on parle de bilinguisme, ça aussi, on en est revenu. Il y a plein de recherches maintenant qui ont montré que pas du tout. Déjà, la production de mots, même chez le monolingue, c'est très très variable. On a vu qu'on peut produire très tôt, et c'est un peu un charabia, parfois c'est pas trop compréhensible, et c'est pas ça qui va prédire la bonne maîtrise du langage. Donc chez les bilingues, il n'y a aucun retard de production de mots. Ce qui peut se passer, c'est que ils vont connaître certains mots dans une langue et pas dans d'autres. Et ça, pareil, ça dépend des environnements. Si avec maman, je passe beaucoup de temps à jouer à ce jeu dans ce contexte-là, et avec papa, je passe du temps à jouer à ce jeu-là ou à faire ce type d'activité, eh bien forcément, le vocabulaire qui est associé dans chacune de ces situations va faire que l'enfant va maîtriser ou non certains mots. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ça trop mignon, les enfants qui commencent dans une langue et qui terminent dans l'autre, qui mixent les mots. On sent que voilà, ils ont des références en fonction du contexte. Je trouve ça très drôle. Ouais, c'est ça, mais il faut pas s'en inquiéter s'ils mélangent les mots dans les phrases. Pensez que même un adulte bilingue fera exactement la même chose, parce qu'il va prendre ce qui est à sa portée et ce qui va le plus vite. Et il faut se souvenir aussi que les enfants, ils aiment pas trop frustrer les adultes. Ils veulent vous répondre rapidement, ils veulent que vous compreniez. Donc ils vont au plus rapide. Et parfois, c'est de prendre ce mot que j'ai pas dans l'autre langue et je le fais très rapidement. Et ça veut pas dire qu'ils les mélangent en fait. Et là, il y a plein de recherches qui ont justement étudié ça et qui ont montré que même dès la naissance, ils font bien la différence entre les deux langues. Donc il faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de mélange de ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans les crèches avec les professionnels pour justement transmettre ça aux parents, pour que ça puisse les rassurer et qu'ils puissent trouver leur stratégie à eux, comment faire avec un enfant bilingue, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie avec eux pour bien les comprendre et bien suivre leur développement langagier. Alors toi, tu t'es particulièrement intéressée au système d'apprentissage, on vient de le comprendre là, des tout petits. Comment ça marche les connexions dans leur cerveau? On entend toujours entre 0 et 3 ans, c'est là où c'est le plus efficace. Qu'est-ce que vous arrivez à voir à l'imagerie? Eh bien, toutes les questions que tu as posées, c'est exactement ce qui m'a amenée à travailler chez le bébé. Parce qu'en fait, chez le bébé, il y a une particularité très 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 spéciale, c'est qu'ils ont une capacité à apprendre qui est fabuleuse. Et souvent, on a longtemps pensé que c'était l'inverse, mais avec l'arrivée des neurosciences et en l'occurrence des neurosciences cognitives, on a vu que les cerveaux des bébés avaient une spécificité, c'est qu'il n'était pas encore expert. Et le fait qu'il ne soit pas encore expert, ça le rendait plus malléable, plus modulable. Et donc c'est à ce moment-là, justement, où le cerveau est le plus puissant pour apprendre, parce qu'en fait, il a beaucoup de capacités. Et au fur et à mesure qu'un enfant va se développer, il va construire du coup ses connaissances sur des réseaux cérébraux bien bien solides, ce qui va lui permettre d'apprendre très rapidement
comme à mon avis, tu as pu le voir avec tes enfants, une langue ou 2 langues ou 3 langues en fonction des contextes, très rapidement, alors que c'est très très complexe. Nous, en tant qu'adultes, combien de temps on va mettre pour maîtriser une langue avec l'accent parfait, avec cette production, avec cette synchronisation de plein de choses? C'est très difficile. Donc ça veut dire que justement, le cerveau des bébés, il a cette compétence très très particulière, et ça, c'est lié aussi à sa neurobiologie. C'est que un cerveau d'un enfant, quand il naît, il a tout son stock de neurones, mais il a ses connexions qui sont en train en fait de s'affiner. Et donc, au fur et à mesure qu'il va apprendre, ces connexions, elles vont s'affiner et elles vont devenir de plus en plus performantes. Et ça va amener en fait ce qu'on nous on appelle une myélinisation des réseaux. C'est qu'on voit apparaître en fait un cerveau qui va commencer à maturer, à se développer. Il va commencer à avoir des gaines de myéline autour de ces neurones qui vont fixer et stabiliser en fait les apprentissages. Et ça, on sait que ça ne se passe que dans la petite enfance. En tout cas, la vitesse et la rapidité, ça se passe que pendant la petite enfance. Et c'est ça qui rend justement cette période-là très très précieuse pour fonder nos apprentissages. Et en fait, là, ce que tu dis, c'est que plus le cerveau il est malléable, mieux on apprend. Nous, en fait, on a trop construit de barrières dans nos cerveaux, c'est ça, en tant qu'adultes ? En fait, c'est ça. L'idée, tu as bien compris, c'est l'idée que nous, on est devenus tellement experts et on a tellement stabilisé nos réseaux que quand on doit apprendre quelque chose de nouveau, ça va nous demander plus d'efforts. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'au lieu de mettre quelques mois comme pourrait le faire un enfant, nous, ça va prendre plusieurs années parfois. Et puis aussi, en fonction des pédagogies, si elles ne sont pas trop adaptées, si ça ne fonctionne pas très bien, ça va être encore plus long. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, quand on est adulte, on est un expert. Et quand on est un expert, du coup, c'est plus difficile d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais cela dit, dans chacune de ces périodes, il y a des forces et il y a des limites. Et on sait que les apprentissages des bébés, justement, à ces périodes-là, sont en train de se construire. Donc, il y a beaucoup d'instabilité aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il leur faut du temps pour mettre en place les choses. Et on sait que le cerveau, justement, se développe à une vitesse qui peut être considérée comme assez lente. On voit que, par exemple, les réseaux frontaux dans le cortex frontal va mettre plusieurs dizaines d'années à devenir mature et pour soutenir des apprentissages vraiment de qualité. Donc nous, on a des temps longs de développement, des temps longs d'apprentissage parce que justement, on a des compétences très complexes. Donc ça met beaucoup de temps à s'acquérir, mais quand c'est là, c'est bien stable. Voilà. Mais du coup, ça casse un peu l'idée de se dire qu'un enfant, il est feignant, il n'a pas envie d'apprendre. C'est faux. C'est juste qu'il est... en tout cas, au niveau de son cerveau, c'est pas possible. Ils sont en plein boom à l'inverse. Oui, en fait, ce que tu décris, c'est ça. C'est que parfois aussi, il y a le développement, la courbe du développement, elle n'est pas homogène. Et souvent, par exemple, il y a un enfant qui va arriver à faire ses lacets parfaitement, mais pourtant, pour faire une phrase, ça va être très compliqué. Donc, en fait, il y a des développements qui ont comme ça des courbes d'apprentissage un peu différents. Et ça, du coup, ça ne nous fait pas regarder au bon endroit. Et on sait que, par exemple, qu'il y a des apprentissages qui vont être très rapides et d'autres qui vont être plus longs. Et donc, c'est ça où il faut être attentif quand on est justement un parent, un professionnel de la petite enfance, à justement bien observer les enfants parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités que les adultes. Ils n'ont pas les mêmes, je dirais pas les mêmes capacités, mais ils n'ont pas les mêmes compétences parce que eux, ils ont que 2, 3 ans, 4 ans de vie, alors que nous, on en a 30, on en a 40, on en a 50. Et donc, du coup, c'est ça qui fait la différence aussi dans la maîtrise. Et ça, on peut aussi le relier à tout ce qui concerne la gestion des émotions. On sait que les enfants ont des capacités à réguler leurs émotions dès la naissance. Ça, il y a plein de recherches qui ont montré des choses assez fabuleuses sur leur capacité justement à commencer à pleurer quand il y a un enfant qui pleure ou à s'arrêter de pleurer quand il y a une autre personne qui pleure. Il y a comme ça des régulations émotionnelles où ils comprennent des choses, mais ça reste encore, on va dire, les prémices de ces compétences. Et au fur et à mesure, il faut les accompagner pour qu'ils puissent renforcer ces compétences, les développer avec justement un accompagnement qui est adapté. Donc ça confirme tout ce qu'on dit aujourd'hui sur leur immaturité au niveau émotionnel. Ils sont en train d'apprendre. Parfois, ils arrivent à se réguler. Parfois, ils sont incapables. Exactement, mais j'ajouterais une nuance. C'est que l'immaturité ne veut pas dire non fonctionnel. Ça, souvent, on fait cette différence-là. On l'entend beaucoup. Parce que c'est immature, alors c'est pas fonctionnel. C'est pas tout à fait ça. On peut ajouter un petit peu plus de nuance en disant, en fait, les compétences sont déjà présentes, mais c'est en train de se construire.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on a appris ces dernières années, ça c'est vraiment un fait qui a révolutionné aussi la manière dont on voit le développement, c'est que quand un enfant naît, il n'est pas avec rien. Il naît déjà avec, il y a des chercheurs qui ont appelé ça le core knowledge, c'est-à-dire déjà un cœur de compétences qui leur permettent en fait justement d'apprendre aussi rapidement des choses aussi complexes que le langage, les interactions sociales et plein d'autres choses. Donc ils naissent déjà avec des outils et au fur et à mesure, ils vont commencer à se spécialiser et devenir experts pour maîtriser ces compétences. Et ça demande plus ou moins du temps en fonction de ces compétences. Et la régulation émotionnelle, je pense que même un jeune adulte de 30 ans vous dira « je suis encore en train de le travailler » parce que c'est des compétences de très haut niveau, qui mettent beaucoup de temps à se développer et à s'installer. Ah non, mais c'est intéressant ce que tu dis en termes de compétences et d'acquisition. C'est un travail sur toute la vie finalement. Et nous, adultes, parfois, on en demande beaucoup à nos tout petits. C'est justement, comme tu l'as bien dit, un biais d'expert. Ce qui est facile pour nous est facile pour tout le monde. Et c'est là où justement, quand on a un parent, un professionnel, nous on travaille beaucoup ça sur les postures. C'est d'imaginer, c'est d'essayer de se mettre à la place de ce bébé qui justement n'a pas encore les mots de vocabulaire pour comprendre tout ce qu'on dit, qui n'a pas encore même la motricité en fait pour avoir la même mobilité qu'un adulte. Et donc il faut essayer justement de pouvoir se mettre à sa place en prenant comme appui ce qu'on sait de ses compétences. Et ça, je trouve que c'est ça que j'adore dans la science et ce que j'adore dans mon métier de maintenant, c'est comment on peut utiliser tout ce qu'on sait sur leurs compétences pour mieux s'adapter et trouver des postures et des pratiques pédagogiques adaptées à l'enfant. Et ça nous fait réaliser beaucoup de choses. Est-ce que les professionnels de la petite enfance, quand tu présentes toutes ces avancées, toutes ces données, ils sont surpris ou vous arrivez à travailler dans le même sens? En fait, en général, ce que ça évoque, c'est beaucoup d'enthousiasme quand on présente ces données, parce qu'en fait, ça redonne du sens à leurs gestes. Et ça, c'est ça que j'adore quand on travaille sur ces choses-là, c'est comment on redonne du sens à des choses qu'on fait au quotidien. On pense que c'est trivial, alors qu'en fait, c'est ça qui fait la différence dans l'apprentissage. Quand on dit capter le regard, se mettre à la hauteur, sourire, faire du feedback positif, toutes ces choses-là, on sait maintenant, il y a plein de recherches qui ont montré que c'est grâce à ces indices-là, qu'on a l'impression que c'est des indices tout petits, qui font toute la différence dans l'apprentissage. Et donc ça, c'est un effet waouh qui est souvent présent. Et l'autre aspect, c'est que parfois, ça vient combattre aussi des croyances qu'on a sur l'enfant, et notamment de ses compétences, où parfois on se dit, tant qu'il parle pas, on va pas trop discuter avec lui, on va pas trop lui parler parce qu'il comprend pas. Et de travailler un peu sur ces croyances qu'on peut avoir parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de compétences, et c'est tout le travail qu'on fait maintenant justement avec les professionnels. C'est de comprendre pourquoi on a mis ces postures-là, de pas lui parler. Oui, quand il y a un bébé qui parle pas, c'est dur de tenir une conversation. Je pense pour toutes les mamans, tous les papas, c'est comme ça. C'est dur de tenir des conversations parce que c'est pas une discussion d'adulte. Mais par contre, en sachant que le bébé il va comprendre ça, que c'est ça ses compétences, là ça va dénouer ce qu'on appelle un peu les barrières en fait de communication. Ça va nous les abaisser et ça va nous permettre d'être plus apaisés en disant peut-être l'objectif là c'est pas tellement que j'attende un mot de sa part, mais j'attends les yeux qui vont me regarder au moment où je dis le truc important. C'est quand il va justement sortir ce petit cri quand moi j'ai arrêté de parler, parce que c'est ça pour eux les signes de discussion qu'on peut avoir. Donc c'est ça que je trouve fabuleux, et travailler sur ces croyances limitantes qu'on a sur le bébé, ça les libère et ça nous libère pour justement avoir des pédagogies plus adaptées et des postures plus sereines avec eux. Ça me fait penser à ce que tu racontes, à une scène dans le film Pupille, je ne sais pas si tu l'as vu, qui traite de l'adoption, où une psychologue vient expliquer à un enfant né sous X les conditions de sa naissance, enfin un nourrisson qui a quelques semaines. Et cette scène, elle est fabuleuse parce qu'on se rend compte, qu'en lui racontant son histoire, toutes les tensions qu'il avait accumulées, ce nourrisson, ça pèse parce qu'on comprend qu'il comprend en fait. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de voir un nourrisson comprendre les choses. C'est parce que justement ils ont de grandes capacités de compréhension. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est, comme tu l'as bien noté, c'est qu'ils vont comprendre l'intention qu'on donne à cette discussion. Il y a plein de recherches qui ont montré que les bébés, ils sont très sensibles à des indices sociaux et à l'émotion qu'on met dans les mots.
Et ça les aide du coup à comprendre la situation et à s'adapter. C'est pour ça qu'on a déjà vu des scènes où on voit des bébés qui commencent à pleurer, on voit les mamans qui pleurent à leur tour, et là les bébés ils s'arrêtent comme ça surpris en disant qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait juste en face et ils s'adaptent en disant attends, peut-être elle a besoin Je vais l'aider. Oui, et en fait il y a plein l'aider. de recherches qui ont montré que les bébés ils s'adaptent beaucoup plus à nous que ce qu'on pense. Ils sont très très observateurs de leur environnement. Et c'est tous ces micro-signaux où il faut devenir un expert de capter ces micro-signaux pour comprendre toute leur complexité et leur richesse d'interaction. Mais ça demande beaucoup de travail. Mais c'est vrai, tu viens de mettre le doigt sur la complexité de la parentalité dans les premières semaines de vie. C'est comprendre qu'est-ce que veut mon enfant, pourquoi il pleure, qu'est-ce qu'il fait comme signe, est-ce qu'il a faim, est-ce que voilà. Toute l'interaction qu'on a avec eux, c'est une nouvelle langue pour nous parents en fait. Un apprentissage, c'est des deux côtés. Quand on devient maman, on apprend à vivre, à interagir avec un être qui n'a pas du tout les mêmes référentiels que nous. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi dur, que parfois c'est pas évident, on se pose des questions. Et c'est là où moi j'ai adoré travailler sur justement les nouveau-nés et les bébés, parce qu'il y avait peu de choses qu'on savait sur eux. Il y avait peu de choses qu'on pouvait mettre en avant, parce que comme ils parlaient pas, leur capacité motrice était limitée, c'était dur de savoir ce qu'ils pensaient. Mais grâce aux neurosciences cognitives, ça nous a permis d'avoir un autre regard, de voir qu'est-ce qui se passait dans ce cerveau qui nous regardait, qu'est-ce qui se passait dans celui qui pleurait beaucoup, pourquoi il y avait ça. Et maintenant, on a beaucoup de clés de lecture. Et ça nous aide aussi à nous apaiser sur certaines choses. Et ça fait combien de temps que vous avez toutes ces connaissances sur les capacités d'apprentissage des nourrissons ? En fait, quand on regarde dans la littérature, c'est-à-dire quand on va regarder dans les papiers scientifiques, ça fait très longtemps qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de théories là-dessus, mais il y avait encore peu de données expérimentales. Et je dirais qu'à partir des années 60-70, il y a des chercheurs qui ont inventé plein de dispositifs pour savoir ce que les enfants pensaient. Ça a commencé par faire des expériences avec des tétines. On mettait des capteurs de succion pour voir en fonction de ce qu'on présentait comme son, comment les bébés tétaient. Et on s'est rendu compte grâce à ça que c'est comme ça qu'ils étaient à la naissance, qu'ils reconnaissaient leur langue maternelle par rapport à une autre langue, que c'est comme ça on a vu qu'ils préféraient la langue maternelle plutôt que la langue d'une étrangère. Et donc ça, c'est à peu près dans les années 70-80. Et nous, en France, on a eu cette chance d'avoir des chercheurs qui se sont intéressés aux bébés. Et vraiment, on fait partie des pays vraiment fondateurs sur les recherches sur les nouveau-nés et sur les nourrissons. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des chercheurs qui ont formé plein d'autres chercheurs et qui ont permis de faire des avancées incroyables, justement, sur les compétences des bébés. Et depuis maintenant, je dirais, les années 2000, il y a eu aussi un gros boom grâce à l'arrivée de la neuroimagerie et grâce aussi à l'inventivité des chercheurs pour trouver des méthodes pour regarder ce qui se passe dans le cerveau des bébés. Et les premiers papiers, ils datent de 2001-2003 là-dessus, où il y a des chercheurs qui ont mis des petits bébés dans des IRM et qui ont regardé justement qu'est-ce qui se passait dans leur cerveau. Et ça a été un peu la révolution aussi des neurosciences cognitives et des neurosciences développementales. Et ça, c'est les travaux de Ghislaine Dehaene à Neurospin, avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir collaborer. Et puis d'autres ensuite qui ont formé d'autres chercheurs, où il y a eu d'autres méthodes aussi. Encore une fois, grâce à l'arrivée des nouvelles technologies, on a pu avoir des méthodes beaucoup plus précises et qui nous ont permis de voir de très près ce qui se passait dans le cerveau des bébés. Et toi, c'est quoi ce qui te passionne le plus dans ton secteur ? Moi, ce que j'ai vraiment adoré étudier et ce que j'aime découvrir, c'est l'idée de, en fait, comment ça se fait qu'un humain devient ce qu'il devient, comment ça se fait qu'il peut avoir des outils fabuleux à disposition et où parfois ça tourne pas du bon côté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on peut mettre un environnement favorable à ça. Il y a une chose que j'ai beaucoup appris, c'est qu'on est avec un cerveau avec des outils, mais on est aussi avec un environnement qui vient faciliter ou non ces apprentissages. Et maintenant, l'idée, c'est comment on peut mettre en place des environnements qui favorisent ces apprentissages. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé du bilinguisme. Comment maintenant, grâce à ce qu'on connaît, on peut mettre en place des manières à ce que les enfants puissent apprendre plusieurs langues.
Et ça, c'est pour les familles bilingues, mais pas que. C'est aussi peut-être pour tous les enfants, parce qu'on vit dans un monde où maintenant la majorité des personnes sont bilingues. Plus de la moitié de la population générale est bilingue dans le monde. Donc voilà comment ça, c'est une chose qu'on peut travailler. Voilà aussi comment on peut avoir un nouveau regard sur soi-même, sur ses capacités d'apprentissage, de développer des compétences. En ce moment, on n'arrête pas de nous dire que le monde il change très vite, que voilà, il y a les nouvelles technologies, les écrans, tout ça, ça arrive. Comment justement, je peux apprendre de nouvelles choses, comment je peux me mobiliser, comment je peux avoir confiance en moi pour faire ça. Donc maintenant, ça, c'est vraiment ça qui est ma mission d'aujourd'hui. C'est trouver des environnements qui favorisent l'apprentissage et qui permettent à tout le monde d'acquérir ce qu'ils ont envie d'acquérir. Et la transition, elle est toute faite, parce que tu as mentionné les écrans. Tu es aussi une spécialiste de cette thématique, de cette question de société, finalement. Tu as écrit un article sur le sujet. Donc, c'est un vrai débat au sein de la société française. Et pourquoi est-ce que ça préoccupe autant les parents, les écrans avec les enfants ? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser à cette question parce qu'il y avait beaucoup de parents qui me posaient des questions sur les écrans quand j'étais au labo. Et au début, moi, j'avais du mal à comprendre les enjeux qu'il y avait dessus. Et au fur et à mesure, quand je me suis intéressée à la question, que j'ai commencé à regarder dans la littérature et puis à entendre aussi ce qui se passait dans les médias, on s'est dit, ok, c'est un sujet à prendre très sérieusement et à bien étudier. Et le sujet des écrans, il est particulièrement houleux en ce moment parce que l'explosion des usages ces dernières années nous a montré que voilà, tout le monde utilise les écrans, les smartphones, ça a vraiment bousculé beaucoup nos vies. Même nous, adultes professionnels, maintenant, on travaille tous avec nos téléphones, on est tout le temps dessus, etc. Et donc forcément, si c'est dans les mains des adultes, c'est dans les mains des parents, c'est dans les mains des enfants. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là et surtout, c'est quoi les réels impacts de ces téléphones, de ces écrans sur le développement de nos enfants. Et il y a eu pas mal de débats qui ont été menés par différents acteurs qui ont dit que les écrans, c'était mauvais, que ça allait détruire le cerveau des enfants. Et nous, on s'est dit, bon, on va aller regarder dans la littérature qu'est-ce qui est dit en fait sur cette question. Et actuellement, il n'y a aucune recherche scientifique qui montre que les écrans à eux seuls causent des retards de langage ou des retards cognitifs de l'enfant. Ce qu'on se rend compte, c'est que les écrans ont révélé d'autres problèmes, ont révélé aussi des environnements qui n'étaient pas forcément propices aux interactions, ont aussi révélé d'autres problématiques je dirais plus profondes. Et ça, peut-être que c'est plus difficile à aller chercher. Parce que quand on doit remettre en question aussi un système, quand on doit remettre aussi en question des choses qui se passent dans notre société, là, c'est plus dur. C'est plus facile de pointer du doigt les écrans. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire actuellement sur ces données-là, c'est que les écrans ne causent pas de retard ni détruisent des parties du cerveau. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand il y a des usages excessifs, que les enfants passent 8 heures devant les écrans ou 8 heures devant la télévision ou 8 heures tout seul à rien faire, il y a des effets délétères sur le développement. Ça, c'est une certitude. Mais ces enfants qui passent 8 heures devant la télévision ou 8 heures devant un écran, dans quels environnements vivent-ils ? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser face au débat des écrans. Comme un adulte peut passer 8 heures sur un écran sans que ça lui pose trop de problèmes, c'est quoi la différence avec un enfant qui a 5 ans, qui est en train d'apprendre à écrire et à lire et qui a besoin d'apprentissage très particulier. Donc voilà, c'est un peu ces enjeux qu'on a sur les écrans en ce moment, c'est regardons au bon endroit, essayons de comprendre les environnements dans lesquels grandissent les enfants pour trouver des solutions plus adaptées. En fait, là, tu es en train d'expliquer que l'enjeu autour des écrans, c'est une question sociétale, enfin sociale finalement. Les personnes qui ont moins de moyens et qui ont besoin Parce qu'on le sait, les écrans sont utilisés comme babysitter, en fait, la plupart du temps. Quand c'est utilisé dans ce but-là, c'est là où c'est délétère. En fait, ce qui est délétère, c'est quand un enfant est privé de stimulation sociale, linguistique, motrice. Si vous laissez un enfant il y a plein d'expériences qui ont été faites sur les souris pour comprendre justement l'effet de la déprivation, donc le fait de ne pas être stimulé. Et on a bien vu que ces souris, elles ne se développaient pas correctement. Et d'ailleurs, on a eu des dégâts beaucoup plus importants chez l'homme,
et ça nous fait un mal aux yeux de voir ces images-là, mais on a eu les orphelinats en Roumanie d'enfants qui ont été déprivés d'interactions sociales. Nous, on n'en est pas là sur les écrans, absolument pas. Mais ce que ça nous révèle, c'est qu'il n'y a pas plus puissant qu'un humain pour transmettre des choses, pour créer de l'attachement, pour apprendre à parler, même si on a notre cerveau qui est équipé pour le faire, si on nous donne pas ces stimuli dans l'environnement, on pourra jamais les acquérir. Donc ça, c'est une certitude. Et après, je dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des parents, il y a des choses aussi on ne savait pas. On savait pas que, par exemple, mettre un enfant devant une télévision, eh bien, il va pas apprendre des mots devant. Ça, il y a plein de recherches qui ont montré que pour apprendre les mots, pour apprendre une langue, il faut absolument avoir une interaction sociale de qualité. Donc, c'est pas tellement d'entendre les mots qui est important, c'est aussi d'entendre les mots dans un contexte d'interaction sociale puissante, avec un regard, avec un sourire, avec un feedback, avec un pointage, avec des objets qui sont là pour nous aider, pour les apprendre, enfin plein de choses. Ça, une interaction sociale très riche. Ça, on sait que les enfants vont apprendre là-dessus. Mais il n'y a pas si longtemps, on ne savait pas que les enfants apprenaient dans ces contextes-là. On se disait, oui, ils apprennent des mots qu'ils entendent. Et d'ailleurs, on a eu plein de chercheurs qui nous ont dit, il faut les mettre dans des bains de langage, il faut leur parler. Je pense qu'on a tous entendu ça. Mais maintenant, on sait que non, en fait, ça, il faut des contextes de contingence. Ça, c'est ce qu'on appelle ça en sciences. Et donc, ce que les écrans, ça fait, c'est que ça enlève peut-être du temps d'interaction sociale de qualité. Se dire, il est devant la télé, je vais pas le déranger. Et peut-être qu'en fait, ça va faire en sorte que les parents, ils vont peut-être avoir moins tendance à interagir avec l'enfant parce qu'il y a ça qui est derrière, en arrière-fond. Et ça, sur du long terme, c'est-à-dire sur des longues périodes, ça a un effet négatif. Par contre, que ça soit quelque chose qui soit de l'ordre de une dizaine de minutes par jour ou quoi, ça, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à leur développement. Donc c'est là où il faut être vigilant et il faut aussi regarder ces enfants qui passent beaucoup de temps dans les écrans. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans les familles ? Est-ce que on sait très bien que dans les niveaux de très haute précarité où il y a un gros stress parental, il n'y a pas que le temps d'écran qui est là. Il y a aussi la souffrance psychique des parents qui ont une influence aussi sur les enfants aussi qui vont vivre dans des environnements où peut-être parfois ils n'ont pas beaucoup de place pour jouer, pour parler, puis à côté il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de médiathèque, ou alors les mamans elles n'ont pas eu la possibilité de savoir où sont ces choses, elles savent pas d'ailleurs qu'il y a tout ça à leur disposition, donc l'isolement... Et les papas aussi, tout à fait, à chaque fois je les exclue les pauvres, mais oui ils sont là, ils sont avec nous. Mais et du coup forcément tout ça a une influence après sur l'enfant, sur les interactions. Donc dans les environnements de précarité, c'est l'environnement en soi qui est précaire, c'est l'environnement qui favorise pas, c'est pas les parents, c'est tout ce qui va être autour. Et c'est ça qu'il faut aller regarder quand justement il y a beaucoup de temps d'écran ou comme tu l'as dit tout à l'heure, du temps de babysitting. Est-ce que c'est du babysitting parce que la maman elle travaille et qu'elle peut pas faire autrement, ou le papa aussi il est pas là à la maison? Est-ce que c'est parce que voilà il y a pas d'autres choses aussi, il y a pas de jouets, il y a plein de choses à aller regarder avant de blâmer les écrans comme la seule responsable de tous les maux de notre société et qui va détruire des parties de notre cerveau. Et alors, qu'est-ce que toi, tu sais quand on dit pas d'écran avant 3 ans? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi on dit ça? Qu'est-ce que ça sous-entend? En fait, je pense que ça, c'est le principe de précaution. Ça, c'est le principe de précaution qui revient systématiquement dès qu'il y a des choses qui sont nouvelles dans notre environnement. Et ça, on l'a eu pour la radio, pour la télé, pour toutes les choses qui sont arrivées, qui étaient nouvelles et qui ont fait que les gens se sont intéressés et passaient beaucoup de temps devant. D'ailleurs, il y a des papiers qui datent des années 50 qui montrent exactement les mêmes choses qu'on disait quand la radio est arrivée que quand les écrans sont arrivés. Que la radio va vraiment détruire le futur de nos enfants, etc. Moi, personnellement, je suis complètement contre ces idées de précaution, dans le sens où on ne peut pas interdire quelque chose ou qui sont dans nos mains, qui sont là. Il faut apprendre à vivre avec et il faut se mettre ses règles. Et il faut trouver justement ces règles. Il faut se dire qu'un enfant de moins de 3 ans, de manière générale, demande beaucoup d'attention parce qu'ils sont en train d'apprendre plein de choses, ils ont besoin d'être guidés, d'être accompagnés. Et ces téléphones, ils vont être dans leurs mains dans quelques années parce qu'ils vont l'utiliser à la fois peut-être pour appeler leurs amis, etc., mais aussi pour travailler. Les écrans, tout ça, c'est dans notre quotidien. Donc il faut prévenir
plus que interdire. Il faut être dans la prévention, expliquer. Je pense qu'on mériterait beaucoup plus avoir une prévention sur sur les interactions sociales avec nos enfants, sur la capacité qu'ils ont à apprendre très vite, à tout ça, que de faire une campagne d'interdiction des écrans avant 3 ans. Mais bon, ça, je pense que c'est spécifiquement français. C'est vraiment des choses qu'on voit beaucoup en France sur l'interdiction avant de faire de la prévention. Et je pense on a encore beaucoup de travail. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur il y a que l'être humain l'être humain est au-dessus pour pouvoir apprendre aux enfants des notions des choses, et ça me fait penser que tu vois, quand ma fille regarde des écrans, elle peut être dans cet état hypnotique qui est un peu flippant, soyons honnêtes, mais dans lequel je suis pareil quand je suis devant Instagram. Et en revanche, quand on fait du FaceTime avec la famille, là ça n'a rien à voir. Elle est vraiment dans une interaction, et d'ailleurs éteindre l'écran quand on est sur une conversation FaceTime est beaucoup plus simple, et d'ailleurs il y a pas de problème, que quand on lui dit maintenant c'est terminé le dessin animé, on arrête. C'est là où ça confirme ce que tu viens d'expliquer, en fait, c'est ça? En fait, c'est le très bon exemple. L'exemple est parfait en fait pour ça. En fait, dans les deux situations, c'est un écran, mais c'est pas le même contenu. Et donc c'est ça qui fait toute la différence aussi dans l'apprentissage et dans les réactions de l'enfant, etc. Il y a plein de recherches qui ont montré que quand l'enfant est passif devant un écran, c'est là où il apprend le moins, voire pas du tout. Et puis c'est là aussi où, à cet âge-là, ils sont pas encore capables de se restreindre soi-même. C'est-à-dire cette capacité d'inhibition qu'ils vont avoir, de changer quand il y a quelque chose qui est très hypnotique à la télévision, c'est plus dur pour eux. Mais d'ailleurs, c'est dur même pour un adulte, tu vois, quand tu es sur Instagram et que tu tournes ton feed et puis tu t'arrêtes jamais. Parce que Je vois pas de quoi tu parles. On a tous ça. Parce que ça fait partie aussi de nos mécanismes attentionnels. Et eux, les leurs, ils sont pas aussi puissants que les nôtres. Ils sont en construction, ils sont là, mais ils ont besoin d'être accompagnés justement pour arriver à. C'est comme quand tu pointes un objet, que tu l'aides à regarder au bon endroit, etc. Tu accompagnes son système attentionnel en fait. C'est pareil pour les écrans. Faut accompagner ça, parce que dans le système passif, ils vont être dans cette boucle un peu négative qui font qu'ils n'arrivent pas à en sortir tout seuls. C'est pour ça qu'il faut des temps d'écran limités. Par ailleurs, faut pas les laisser toute la journée sur un écran parce qu'ils pourront jamais s'arrêter tout seuls. Mais d'ailleurs, je fais le parallèle, un adulte, voilà, aura aussi des défis. Parce que ça fait partie de comment notre cerveau il fonctionne aussi. Et le deuxième chose, c'est que par exemple, il y a plein de recherches qui ont montré qu'est-ce que les enfants apprennent sur les chats, justement sur les FaceTime, sur les visioconférences. Voilà. Et en fait, les enfants apprennent beaucoup de choses sur les visioconférences. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'indices d'interaction sociale sur lesquels ils vont s'appuyer pour justement apprendre des choses. Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je te disais la contingence. C'est la contingence qui fait que l'apprentissage, il va être puissant pour les enfants, surtout l'apprentissage implicite. Eh bien, sur le vidéochat, il y en a de la contingence. Et donc ça, c'est des choses qui facilitent. Et d'ailleurs, il y a d'autres recherches qui ont été faites par une de mes collaboratrices à Tokyo, où elle observe comment un enfant apprend sur un écran de nouveaux mots qu'il n'a jamais appris, quand il y a un agent virtuel qui regarde là où l'enfant regarde sur l'écran, et notamment l'objet. Et elle se rend compte qu'elle n'obtient des résultats positifs que quand l'agent virtuel regarde le même objet que l'enfant regarde. Et quand l'agent virtuel ne regarde pas ce que l'enfant regarde, il n'y a pas d'effet d'apprentissage. Donc ce que ça veut bien dire, c'est que quand il y a de l'interaction sociale, que quand les enfants peuvent réagir, ils peuvent avoir du feedback sur ce qu'ils ont dit, qu'ils peuvent être encouragés et motivés à répondre à une question ou à se poser des questions, c'est ça qui va engager leur cerveau à, après, retenir ces informations, consolider ces informations et ensuite les réutiliser dans d'autres contextes. Donc en fait, c'est dès qu'ils sont accompagnés. C'est ça. Merci, t'as trouvé le bon mot. Non, mais c'est dur de faire le tri sur ces informations sur les écrans, hein, c'est vrai. Je pense que ça nous panique parce que nous-mêmes, on sait qu'on est addict. Mais c'est ça, parce que c'est très anxiogène. Mais même toute la communication qu'il y a autour est très anxiogène, même pour nous. Même pour nous, on dit toujours « Attends, il faut que je réduise ma consommation d'écran aujourd'hui. » Et dans un sens, tant mieux qu'on se pose ces questions. Ça veut dire qu'on essaie toujours justement de prendre soin de notre cerveau, de prendre soin de ces choses-là. Et c'est des outils qu'on a dans nos mains depuis pas si longtemps. Hein.
Ça fait quelques dizaines d'années qu'on les a dans nos mains. Et encore, je pense que les derniers smartphones, je sais pas combien de temps c'est 10 ans, remonte, je crois. voilà. Donc ça fait 10 ans. 10 ans, pour apprendre à réguler des nouveaux outils comme ça, il faut aussi être plus bienveillant envers soi-même et se dire, à chaque fois, il faut se mettre des objectifs. Aujourd'hui, ça va être de faire comme ça. Non, quand on est à table et qu'on est en train de dîner ou qu'on est en train de déjeuner et que là, on peut se parler, on peut interagir, on peut se poser des questions et que voilà, on peut partager un moment ensemble, les téléphones, ils sont pas avec nous. Par contre, tu as envie de jouer à une activité, à un jeu que tu aimes bien et on peut le faire ensemble, ça aussi, c'est une activité. C'est là où, justement, on peut penser les choses en étant plus bienveillant, mais en se mettant effectivement des objectifs et pas des limites et des règles qui font qu'on va interdire ou pas. D'ailleurs, t'es dans une vidéo pour le site Brut, tu expliques quelque chose qui m'a interpellée et que je trouve très pertinent. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode sur ce thème-là, c'est sur la nature. En fait, tu dis que nos cerveaux, il faut juste à un moment leur donner l'espace pour se reposer, donc il faut aller dehors. Et c'est ce qu'on oublie de faire. Il faut pouvoir aller s'entourer de nature. Ouais. Et c'est un peu notre problème. C'est vrai que, en fait, il faut aussi... T'as raison de le souligner. Il faut aussi se dire qu'on est dans des environnements où on est de plus en plus sur des temps d'écran. Le confinement, ça nous a pas aidé puisque on avait que ça comme outil pour pouvoir communiquer avec les autres. Et on a vu aussi que les écrans, ils étaient bien utiles à ce moment-là. Mais on a vu aussi pour ceux qui étaient en télétravail que c'était pas évident, que ça amenait beaucoup d'anxiété, que c'était à la fin de la journée, on se sentait vraiment pas bien. Et donc ça montre à quel point justement on doit faire attention à tous ces signaux pour prendre soin de nos capacités cognitives. Et les temps de pause, mais les temps de pause, j'ai envie de dire d'écran, mais les temps de pause tout court, comme les temps calmes, les temps aussi de balade, de marche, etc., ils sont essentiels pour justement notre cerveau. Il y a une chose aussi qu'on a beaucoup appris, et ça on travaille beaucoup, ça c'est plus avec les adultes dans les entreprises, c'est à quel point le temps de pause n'est pas juste un temps de pause off. Ce qu'on a appris en neurosciences cognitives, c'est que pendant justement nos pauses, notre cerveau, il se met pas en off. Il continue en fait à faire des choses, il continue à travailler, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs, vous savez, quand on a fait cette pause ou qu'on a dormi, le lendemain on se réveille, on a les idées plus fraîches. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on arrive plus rapidement à trouver une solution à ce problème. Parce qu'en fait, notre cerveau consolide des informations, il trie, il range, et donc ça nous aide après à prendre de meilleures décisions, à mieux réguler nos émotions, et ça, c'est hyper important, c'est à ne pas mettre de côté. Et je dirais encore plus en ce moment avec ce qu'on est en train de vivre. Et alors, tu peux me permettre de rebondir pour les enfants, ça confirme ce qu'on dit de ne pas réveiller un enfant qui dort parce qu'il est en fait en train de trier et de faire un travail très important. Le sommeil, tu as tout à fait raison, le sommeil chez l'enfant est primordial. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils dorment autant. Et ça, c'est une question aussi passionnante parce que les nouveau-nés, on sait qu'ils dorment pratiquement 20 heures sur 24 et au fur et à mesure, ce temps de sommeil diminue. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le temps de sommeil, il a une place essentielle, surtout quand on est en train d'apprendre plein de choses. En tout cas, c'est les hypothèses, les choses que disent les chercheurs là ces derniers temps, c'est de dire que s'il y a des temps de sommeil aussi grands, c'est parce qu'il y a des acquisitions de connaissances et de compétences très complexes. Et il faut beaucoup de temps du coup pour les mettre en place et on a besoin de sommeil pour ça. Donc oui, un enfant qui dort, c'est très important, mais ce qui est aussi important, c'est les rythmes de sommeil. Et donc du coup, qu'ils puissent avoir leur nuit, qu'ils puissent avoir leur sieste, ça c'est important, qu'ils aient des temps comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas évident, il faut bien réguler ces choses-là sur le sommeil des enfants et leur rythme. Il faut se faire confiance aussi quand on est parent pour savoir ce qui est le mieux pour lui, en fonction aussi de ce qu'on observe. Il n'y a pas de règle générale. Par contre, la règle du rythme est importante. C'est-à-dire de se lever, de se coucher à des heures, de faire des nuits et de ne pas avoir des sommeils qui sont hachés. Surtout, après qu'ils soient nés, les nouveau-nés, le temps que ça se mette en marche, etc., ça c'est important. Et s'il n'y a jamais des troubles, là, il faut consulter un médecin, un pédiatre qui pourra vous aider si jamais il a des troubles du sommeil. Je crois que je t'ai posé toutes les questions que j'avais à poser sur l'apprentissage. Il y en aurait tellement, on pourrait faire plein d'épisodes. Mais ce qui est important, je trouve, de retenir, c'est que dans toutes les questions scientifiques, il y a toujours cet aspect environnemental, social, et qu'il ne faut surtout pas négliger cet aspect-là. Parce que vous donnez des données scientifiques, mais après, il faut l'appliquer à la vie réelle. Et c'est là où il y a des informations importantes qui ressortent. C'est ça. Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, et même maintenant c'est ce qu'on crée, c'est comment on peut appliquer aussi ces choses-là en fonction des contextes dans lesquels on est.
On peut pas faire tout à tous les niveaux. Il y a plein de voilà, toutes ces nuances qui font la différence entre les enfants. Mais le plus on connaît de choses, le plus on est capable d'adapter. Nous, c'est ça notre mot d'ordre. C'est le plus on apprend, le plus on a de clés de lecture, le plus on a de stratégies à mettre en place avec les enfants. Celui-ci, il est plutôt comme ça et ça se passe comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place avec lui? Dans cette classe-là, il se passe ça, il se passe ça. Comment on peut mettre en place ces choses-là? Donc, c'est en comprenant ce qui se passe qu'on est capable de pouvoir après trouver des solutions et s'adapter. Pas de recette magique, c'est ça qui est bien. Non, moi je suis pro. Vous avez des compétences, vous êtes intelligent pour trouver vous-même vos propres solutions qui correspondent à vos problèmes. Mais il faut d'abord les identifier ensemble et ensuite de les mettre en place. Les recettes magiques, moi j'y crois pas trop. Je suis dans la réalité, je suis une scientifique. Moi je crois aux données d'observation. Alors si, j'ai une dernière question. Il vous reste quoi encore à découvrir sur le cerveau des enfants? C'est quoi là où vous en êtes, où vous vous dites on y est presque? C'est une question très difficile. Là, tu me mets au pied du mur. Mais moi, ce que je dirais, c'est que moi, j'ai dans l'idée, avec tout ce que là, on découvre de plus en plus, c'est qu'on a encore beaucoup de choses que le cerveau des bébés ne nous révèle pas encore. Et que du coup, l'enjeu de demain, ça va être la mise en place justement de pédagogie qui s'adapte au développement de nos enfants. Et de pouvoir justement avoir des choses qui vont leur permettre de pouvoir se développer et révéler tout leur potentiel. Et ça, c'est vraiment pour moi un objectif sociétal, parce que le plus justement on peut maximiser ça pendant la petite enfance et pendant l'enfance tout court, le plus après ça réduit beaucoup d'inégalités qu'on peut avoir dans notre pays, sociales, économiques, culturelles. Et je pense que ça, c'est l'enjeu de la science de demain, c'est à la fois découvrir des choses, mais c'est aussi mettre en place des systèmes pour pallier à toutes ces inégalités qui parcourent nos pays, notre pays en particulier, et d'autres autour de nous. Merci beaucoup, Nawal. Merci beaucoup, hyper intéressant. Passionnant. Je pense que tous les jours, ça doit être assez incroyable, ton métier. Donc, merci de nous avoir fait partager un petit aperçu de ce que tu fais. Merci à toi, c'était un plaisir. À très vite. Salut, Nawal. Salut. C'était Nawal Aboub, neuroscientifique spécialisée dans les questions d'apprentissage dès la vie in utero. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.